ressemble vraiment à une chouette. Tu sais une chose? C'est la première guerre de l'histoire que tout le monde peut voir en même temps. Personne n'a jamais vu une guerre d'aussi près. Tout le temps, au moment où elle s'est faite. Personne ne peut dire si j'avais su. Maintenant, ils savent, ils le voient. C'est une belle saloperie, cette guerre. C'est pas seulement le pape qui le dit, c'est des gros, c'est Zitrone. Ils savent, ils voient. Les bombes font de vrais morts, les balles font de vrais trous. Pauvres petits orphelins égarés dans un monde qui les dépasse. Et puis quoi, la pitié, la peur. Mais ça se passe dans un meuble. Pas au Vietnam, pas dans la tête, pas dans la rue, dans un meuble. On ne peut pas avoir peur d'un meuble. On a la guerre au Vietnam dans son salon comme grand-père avait la charge de réchauffer. Information. Tu sais à quoi elle amène, ce genre d'information? Encore le Vietnam. Tiens, pendant la guerre du Pacifique, il y a eu un plan choc. Un Japonais brûlé au lance-flammes, qui tendait la main vers la caméra, à Manille, je crois. Un vrai symbole, toute l'horreur de la guerre. Depuis, on n'a pas cessé de le voir. Les monteurs le connaissent tellement bien qu'ils lui ont trouvé un petit nom gentil, il l'appelle Gustave. Il a servi toutes les causes, ce brave. On l'a vu dans tous les films. Il a représenté successivement l'impérialisme japonais, victime de sa folie, les peuples asiatiques, victimes de l'impérialisme blanc, et l'homme éternel, victime de la guerre éternelle. Comme il est nu, en flamme, il raccorde toujours. On dit, tiens, encore Gustave. On peut toujours montrer des massacres aux gens avec l'idée que ça les guérira de la guerre, mais on n'arrête pas d'en montrer. On les confond tous. On a l'impression que c'est le même plan mis en boucle qu'on nous présente tous les soirs depuis 20 ans, et ça n'arrête rien du tout. C'est facile, une guerre. Tu vas pas savoir comme c'est facile. Ça demande juste un peu d'attention au début. S'arranger pour encadrer un groupe de jeunes gars jusqu'au premier mort, après ça roule tout seul. On se bat plus pour des idées, on a un copain à venger. Parce que vous n'allez pas dire qu'ils ne m'allons pas buter mon copain les fumiers, hein, Fini les sables mouvants, on est sur du solide à présent. On fait plus la guerre, on fait la vendetta. 10 millions de frères, l'arme à la main, pour venger leurs frères assassinés, leurs sœurs violées. On ne fait pas de politique, non. C'est la vendetta, c'est le crime passionnel, c'est l'acquittement assuré. Tiens, toi, moi, pour n'importe quelle raison, tu es en danger quelque part. Tu risques d'avoir mal ou de mourir. Et pour n'importe quelle raison, il y a un type là qui sait où tu es, qui pourra le dire. Et pour n'importe quelle raison, il ne veut pas le dire, il la boucle, hein? Il a ta vie, ta liberté coincée dans sa mâchoire, coincée dans sa sale petite tête close. Et je suis là en face, avec tout mon respect des hommes et tout mon assortiment de principes. Et je sais qu'en lui cognant sur sa sale petite tête close, j'en ferai sortir ta liberté ou ta vie. Et je hais la torture. Et j'ai signé des textes contre la torture. Et je sais qu'en lui faisant mal, je peux arrêter le mal qu'on te fait à toi. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu peux me le dire, ce que je fais? Remarque, je ne me suis jamais trouvé dans une situation comme ça. L'inverse, oui. Alors, j'ai toujours mes principes. Mais c'est une chance que j'ai eue, rien de plus. Je juge les autres au nom d'une chance. Je suis parti au maquis sans me poser de questions. Les Allemands étaient des monstres. Pas de problème, viscéral. Je ressens encore une espèce de panique animale quand j'entends parler l'allemand. Puis je me souviens des derniers jours, quand tout d'un coup, au détour d'un petit village, nous sommes tombés sur une division blindée américaine. Les jeeps, les matériels lourds, les tanks pentak, les chewing-gums en 44. J'étais plutôt content de les voir arriver. Surtout qu'il ne restait plus une seule balle. Braves Américains, je leur dois la vie. Je les aimerai toujours. Jusqu'à la fin des temps, je continuerai à tuer les Allemands et à aimer les Américains. Sauf que les Américains sont les Allemands des Vietnamiens. Tout se complique.
Même si on pouvait arrêter une guerre quelque part. C'est comme un incendie permanent. Il y en a un qui éclate dans un coin, des millions de pompiers se précipitent pour éteindre le feu, la plupart en crèvent. On éteint le feu, on respire, le temps de reprendre son souffle, ça reprend ailleurs. Et on envoie de nouveau des millions de pompiers qui se précipitent en crèvent, éteignent le feu, et ainsi de suite. Je m'étais bien juré que je ne serais jamais plus du côté des pompiers. Je n'avais pas pensé qu'on pouvait être du côté du feu. Je me demande de quel feu, hein? Faut choisir. Le Vietnam, c'est parfait. Tout le monde est pour le Vietnam. Je connais un endroit où on donne des déjeuners Vietnam. Pour 1000 balles, tu as droit à un bol de riz. Le produit va à la Croix-Rouge comme en 14, avec les baguettes en plus. Seulement, à ma connaissance, il n'y a pas de bol de date pour les Yéménites, et pourtant, pauvres Yéménites. Et les Kurdes, hein? On les délaisse un peu, les Kurdes. Et les Soudanais. 50 000 morts en moins d'un an. Et qui ça trouble, ça, hein? C'est comme les cours de la bourse. Le Vietnam est coté au plus haut, le Soudanais au plus bas, et le Kurde est un peu mou. Vous dites que vous êtes du côté des victimes, mais c'est pas vrai. Vous les choisissez, vos victimes. Vous avez les victimes à la mode, celles qui vous arrangent. Personne ne peut porter toutes les morts injustes, c'est pas humain. Mais si on se met à regarder pourquoi celle-ci, pas celle-là, leur revenu annuel, la couleur de leur peau, on commence à trouver de drôles de choses en soi, au fond de soi. Une ségrégation des morts, une lutte de classe des morts. Alors le Vietnam, là, c'est l'unanimité, c'est la bonne conscience retrouvée, c'est la joie, le droit, la liberté, parce que le Vietnam, c'est les Américains, et les Américains, c'est des affreux, des pas comme nous, des pas cultivés, des tyrans, des colonialistes. 40 millions d'anticolonialistes en France. Ça n'était pas tellement aperçu pendant l'Algérie, mais nous avons fait des progrès gigantesques. Alors les Américains, on ne se gêne pas pour leur dire ce qu'on en pense, les gros rusés, hein? Remarque qu'en même temps, les investissements américains en France atteignent 2 milliards de dollars. Et aucun rapport. Voilà. Paris ouvre ses portes pour laisser partir les militaires et entrer les capitaux. Moyennant quoi on peut être anti-américain, solidaire du tiers-monde, en toute quiétude, on est couvert. Tu sais, le pire, ma petite chouette, c'est que ça m'arrange que ce soit comme ça. C'est que c'est parfait. Ça me donne le droit de traîner tout le monde dans la boue, plus moi, et d'être bon, sensible et généreux tout seul. Les salauds de la droite, les cons de la gauche, regardez. Pas de danger, ça bouge pas. Les Russes en 17, c'était des vrais hommes. C'est parfait, tout le monde est à sa place, c'est comme ça que tournent les bonnes maisons. Regarde les Américains au Vietnam. Ils envoient les nègres, les paysans, les étudiants leurs sursis. Résultat, les étudiants s'offrent le luxe de protester. Et la grande société, elle s'offre le luxe d'avoir des étudiants qui protestent. C'est impeccable, c'est un concerto, tout le monde tient sa partie. C'est pourquoi je me mets à les détester, ces Américains. Parce qu'ils commencent à en faire trop. Parce qu'ils en font tellement que ça se met à bouger. Ils avaient établi la règle du jeu et tout le monde jouait leur jeu. Et c'était tellement con qu'ils ne s'en sont pas aperçus. Et que ce sont eux qui sont en train de la changer, la règle du jeu. Ça pouvait durer indéfiniment. L'affluence, la coexistence. Et ce sont eux qui vont nous empêcher de jouer. J'étais bien au chaud, moi, dans ma confusion. Et voir les autres qui viennent me bousculer. Vache de Johnson. Bobby est plus malin. Il sait bien que la vieille baraque avait encore assez de souffle et assez de ressources pour continuer comme ça. Il y avait du pour, du contre, du yin, du yang, mais on vivait quand même mieux qu'il y a 100 ans. Et puis avec les progrès techniques, les problèmes ne se posent plus de la même façon. Vieille baraque peut-être, mais nouvelle génération de directeurs libérés des préjugés, sachant parler aux ouvriers ni comme à des esclaves, ni comme à des copains, comme à des associés. Parfaitement associés à des niveaux différents dans la même entreprise de prospérité. On discute, on négocie, on associe. Et puis crac, voilà grand-père qui devient dingue et qui se met à tirer sur les grévistes à coups de tromblon. Consternation, escalade. Du coup, tout est plus clair. Si j'étais révolutionnaire, au lieu d'être de gauche, je suppose que je jubilerais. Je dirais bravo. Il se démasque, il montre sa sale peau. Effacé Budapest.
On a fait peur à une génération avec les massacres révolutionnaires, mais maintenant c'est vu, on a vu. Quand les contre-révolutionnaires s'y mettent, pardon, ils sont doués, hein. On avait un peu oublié ça par ici depuis M. Thiers. Les Allemands, c'était des Allemands, qu'ils soient fascistes, ça n'avait rien d'étonnant. Pour un peu, on aurait dit que c'est parce qu'ils étaient Allemands qu'ils étaient fascistes. Mais voilà les Américains. Des gens convenables, démocrates en diable, tous les ouvriers ont des bagnoles, et pacifiques, pacifiques. La violence, c'est les autres, la guerre, c'est les autres. Et ils ont été obligés de la faire pour les aider, les autres, tellement en pomme. Mais maintenant, c'est fini. Encore un peu de tirage avec les Russes, mais ça aussi, ça se tasse. Interlude, détente, idylle. Non, pas du tout, ça bouge encore dans un coin, et ça bouge même violemment. Alors les dieux se réveillent. Leur paix, c'était de la guerre en conserve, fin de l'idylle. Et ça débarque, et ça bombarde, et ça napalme, et ça torsionne, et ça pourrit. Et tout le monde déguste, les militaires, les femmes, les enfants, les arbres, les bestiaux, le nord, le sud. Il y a une frontière, on la saute, il y a un village, on le déporte. Et le monde entier regarde dans les bobissements et commence à comprendre. Il y a de quoi jubiler, je vous dis. Ben, moi, je ne jubile pas. Je n'ai qu'une vie, ils n'ont qu'une vie. Il faudrait que je sois drôlement sûr de savoir donner la mienne pour avoir le droit de les applaudir quand ils donnent la leur. Autrement, ça ressemble trop aux imbéciles du dimanche assis dans leur stade. Allez, Vietnam. Alors là, je bloque. Je veux pas comprendre. Non, c'est comme si le Vietnam était devenu autre chose qu'un pays. Autre chose même qu'un symbole. Une expérience. Et qu'entre ceux qui attendent qu'elle réussisse et ceux qui attendent qu'elle rate, il s'était établi une espèce de complicité monstrueuse pour qu'elle dure. Et là-dessus, c'est vrai, je me bouche les yeux et je me bouche les oreilles. Parce que si ça veut dire quelque chose, c'est justement que ça dure. Que tout dure, qu'il n'y a pas de fin à rien, ni à la guerre, ni à la cruauté, ni à la violence, à rien. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les cons qui m'ont filé ce bouquin? Je sais même pas lire le journal. Dès que ça résonne, dès que ça explique, j'entends plus rien. J'ai pas l'oreille accordée pour ça. Tout ce que j'entends, c'est le cri. Je sais pas comment vous faites, je sais pas comment on peut négocier avec le cri. Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre que de creuser comme une bête à la recherche de l'endroit et du moment où on cessera de l'entendre, ne serait-ce qu'une minute. Je ne veux pas écrire leur texte. Je ne veux rien leur dire. Je vais venir près de toi et je vais te parler d'un pays qui n'est pas le Vietnam. D'un pays qui n'existe pas. Je ne veux pas leur écrire. Je ne sais plus rien. Je ne veux plus rien. Je vais leur dire que j'ai peur, que j'ai froid, que je les aime tous, que je les hais, que nous allons tous mourir, que nous aimons vivre.